Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce webinaire Design et Innovation, un webinaire consacré à la restitution de l'appel à projet qui avait été lancé en 2018 par la CNSA sur les approches de design et de design social. Alors cette restitution a été reportée plusieurs fois du fait de la Covid, vous le savez. Et on va voir les projets qui ont été présentés, des projets, vous allez le découvrir, portés par de la créativité, portés par un grand esprit collaboratif, portés aussi par beaucoup de résilience, parce que les porteurs, vous le découvrirez, eux aussi sur le terrain ont été confrontés à la crise sanitaire, des limitations d'accès, des limitations aussi dans les projets conduits. J'animerai ces deux demi-journées cet après-midi, la matinée de demain en compagnie de Diane Desprats. Elle est avec moi. Bonjour Diane. Vous êtes chef de projet soutien et valorisation des actions innovantes au sein de la CNSA et vous avez repris et assuré un peu la coordination de cette grande famille d'innovateurs qu'on va découvrir ensemble. Et puis on a la grande chance d'avoir avec nous pour cette introduction Stéphane Corbin. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint à la CNSA et je voudrais profiter de votre présence justement peut-être pour resituer ce qu'a été le cadre de cet appel à projet lancé par la CNSA. Dans quel contexte et avec quel objectif avait-il été posé ? Oui, avec plaisir, je le ferai. D'abord, je souhaite associer Virginie Magnan, directrice générale de la CNSA, à ces travaux, à cette ouverture. Elle n'a pas pu se rendre disponible pour ouvrir les travaux, mais elle apporte beaucoup d'attention à la fois aux travaux issus de cet appel à projet et puis de ce webinaire dont, du fait de la participation de nombreuses personnes devraient donner des résultats tout à fait intéressants. Je veux évidemment remercier tous les participants, mais aussi tous les porteurs de projets qui vont se succéder et finalement mieux décrire que moi ce qu'est le design et cet appel à projet. Remercier aussi particulièrement Karine Lefebvre, qui interviendra tout à l'heure, Étienne Petit-Mangin, Fanny Cérez et Marie-Automne Thépeau, qui, là aussi, apporteront leur regard, leur point de vue aux côtés des porteurs de projets. Puis, évidemment, toute l'équipe de la CNSA pour l'organisation de ce webinaire. C'est une formule qui nous paraît être un bon moyen de mettre en évidence, finalement, les travaux que nous pouvons conduire. C'est évidemment, vous venez de le dire, l'occasion de souligner la qualité des projets qui ont été retenus dans le cadre de cet appel à projet thématique. Nous organisons régulièrement de ce type d'appel à projet et notre souhait, ce n'est pas seulement de venir financer des porteurs de projets, mais c'est de donner un sens général à cet appel à projet et puis de faire en sorte que l'on puisse mutualiser, mieux pointer finalement les différents regards des différents porteurs de projets. Et ce que je constate d'abord, et ça a été vraiment un des constats que nous avons fait dès la sélection des projets, c'est d'abord beaucoup de sollicitations, puisque c'est une centaine de projets qui nous ont été remis, 16 sélectionnés, et puis des porteurs de projets issus des différents univers, vous le verrez, départements, MDPH, centres hospitaliers, établissements, associations, fondations, parties prenantes, les personnes elles-mêmes, et c'est cela qui fait, me semble-t-il, la richesse. Alors, pour nous, les principes généraux, finalement, de ce qu'est une approche de design, c'est d'abord un principe de co-construction des projets, et puis un principe d'implication, de mobilisation de l'expérience des personnes elles-mêmes dans les solutions proposées. Et il nous semblait, finalement, assez naturel de soutenir et d'initier cet appel à projet, de soutenir les projets, puisque ce sont des principes qui sont très structurants et très convergents avec la manière dont, ou l'approche de la CNSA dans la conduite des politiques de l'autonomie. Et nous le partageons bien sûr que nous ne pouvons pas faire sans l'implication des personnes et la propre évolution des politiques de l'autonomie se fait justement par la participation des personnes, évidemment aux solutions favorisant leur propre qualité de vie, mais puisque la CNSA est maintenant
une branche de la sécurité sociale, aussi pour nous dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité des services à destination de ces personnes. Et c'est pour cela que nous regarderons évidemment avec beaucoup d'attention les projets portés par les MDPH, notamment visant à améliorer tout simplement, enfin pas seulement cela, hein, mais améliorer la qualité de l'accueil et du service rendu. Et puis ce webinaire, et je le suivrai avec beaucoup d'attention, c'est évidemment aussi rapprocher des mondes, faire en sorte que, et je crois qu'il y a plus de 700 inscrits, j'espère participants, c'est de faire en sorte bien qu'il y ait que l'on favorise finalement l'acculturation à cette approche par le design qui est maintenant bien engagée, mais lorsque nous avons lancé l'appel à projet en 2018, c'était un peu moins le cas, il faut bien le reconnaître. C'est aussi encourager les collaborations avec des designers. Pour vous donner aussi un exemple, en 2021, nous avons créé notre laboratoire des solutions de demain pour imaginer la manière dont l'offre doit aussi évoluer. Et au sein de ce laboratoire, nous avons recruté, dans quelque sorte, des designers. Et enfin, et c'est pour cela que la journée... les demi-journées plus exactement vont être très intéressantes, c'est de tester finalement la capacité de ces démarches innovantes à réellement produire des solutions ou produire des approches qui puissent être reproductibles, puisque c'est aussi l'intention de cet appel à projet. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, j'espère que je ne l'ai pas été trop, mais au regard... du nombre de personnes inscrites et de la qualité des intervenants, je ne doute pas que les objectifs que je viens de donner à cette journée, enfin que j'attends, vont être assez facilement remplis. En tous les cas, je souhaite à chacun une bonne écoute, une bonne participation et puis que chacun en tire aussi beaucoup d'enseignements dans ses actions professionnelles aux côtés de la CNSA. Oui, et vous le verrez au fil de ces 16 projets, on abordera véritablement tous ces chantiers d'innovation, tous ces souffles d'inspiration aussi qui sont portés par les porteurs. Peut-être avant, un mot avec vous, Diane, pour resituer les fondamentaux de cette démarche design. On va la voir décliner à travers de nombreux projets, mais il y a tout de même des fondamentaux à une démarche design. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement? Alors, déjà, je tiens à dire que par essence, le design social adapte constamment son approche. Et donc, il y a autant de design que de projets. Et donc, forcément, il y a une évolution, en tout cas, une imprégnation du terrain, je dirais, qui est très forte dans l'approche de design. Néanmoins, le design social a été très largement théorisé. Et donc, on peut considérer schématiquement 4 grandes thématiques, enfin 3 grandes étapes. Alors, tout d'abord, une phase d'immersion pour comprendre les enjeux, le parcours des personnes, voir les points d'achoppement, les situations complexes à appréhender. Ensuite, une phase d'idéation qui consiste donc avec les parties prenantes, donc que ce soit donc les personnes concernées, les professionnels, les familles, les proches, etc. Donc qui consiste donc à imaginer des solutions qui permettraient de répondre aux problématiques des personnes concernées et ainsi trouver des voies de possibles, enfin des solutions pour améliorer le quotidien. Voilà. Une troisième étape, je dirais, et c'est la phase de conception de la solution qui donc, partant des idées développées dans la phase précédente, aboutit finalement à un prototypage, c'est-à-dire finalement des tests avec une solution apportée. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase de test en situation pour voir si finalement le projet permet bien de répondre en tout cas à la problématique. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment que c'est un processus itératif, c'est-à-dire que c'est fait d'aller-retour. Et finalement,
les projets peuvent vraiment évoluer d'un porteur d'un projet ou d'un autre. On va traverser, aller au cœur de cette démarche design appliquée à ce monde du médico-social. Quelques règles précises. Moi, je ne me suis pas présenté, je suis le journaliste qui va vous accompagner sur cet après-midi et la matinée de demain. Quelques règles qui vont définir un peu la manière dont vont se conduire ces restitutions. On a 16 projets que l'on a catégorisés dans 4 grandes thématiques, donc 4 grands chapitres. Vous en découvrirez 2 cet après-midi, 2 grandes thématiques et 2 autres grandes thématiques demain matin. Les porteurs de projets nous accompagneront. Ils auront un temps de présentation alors qu'on a calibré entre 3 et 5 minutes. C'est un peu court, mais nous accompagnerons ça de discussion et d'échange. Et si jamais ils vont au-delà des 5 minutes, il y aura une petite sonnerie, je crois, qui retentira. Donc c'est pour vous le dire et leur dire et leur rappeler aussi. On aura évidemment des temps d'échange derrière ces projets-là. Et ces temps d'échange, on aura besoin de vous pour accompagner vos témoignages, vos commentaires, vos questions à ces porteurs de projets. J'ai une tablette qui est là, je les relayerai en permanence. Profitez, c'est vraiment un temps qui est là aussi pour vous. Et puis, ça a été dit en introduction, nous aurons 4 points de vue, 4 experts sur chacun de ces thématiques. Nous aurons un grand témoin qui nous accompagnera pour éclairer et mettre en perspective aussi ces différents témoignages. Merci beaucoup à vous, Monsieur Corbin, de nous avoir accompagnés. Et on va tout de suite attaquer le premier grand thème, la première thématique, améliorer l'accès aux droits et au parcours grâce au design social. Alors, première thématique d'accès aux droits, d'accès au parcours, la manière dont le design social peut aider, accompagner cela, on va en parler. Diane, je vais vous laisser nous présenter notre première experte qui fait la joie d'être avec nous. Donc bonjour, merci Karine d'être présente parmi nous. On est vraiment ravis que vous ayez accepté de discuter les travaux de cette première session. Et donc en quelques mots pour vous introduire auprès de nos auditeurs, donc vous êtes professeur de droit des personnes vulnérables à l'EHESP, donc l'École des hautes études en santé publique, et vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, pardon. Et vous avez également rejoint la Fondation Partager Vie comme conseillère scientifique depuis l'automne dernier, donc sur les questions de droit aux personnes et de démocratie sanitaire. Et donc, bien évidemment, on a pensé à vous pour cette session et on espère que les projets seront riches et permettront un débat intéressant. Voilà. Merci. Vous serez avec nous tout au long de cette session sur le plateau. Oui. Vous pourrez interagir évidemment avec les porteurs de projets. Comme le public, je le répète encore une fois, je le répétera, peut aussi et est amené aussi à interagir. Et puis on prendra un temps de discussion pour essayer de conclure et mettre en perspective tout cela. On va commencer avec nos 2 premiers projets. Alors, ce sont des projets qui, ça a été dit là aussi en introduction, un petit teasing un peu, mettent en avant et illustrent les difficultés que peuvent rencontrer les MDPH, difficultés d'accès, car les MDPH, on le sait, sont des établissements qui sont souvent mal connus, qui doivent gérer des formulaires d'accès aux droits qui ont été rénovés et repensés récemment, mais qui restent encore aujourd'hui difficiles à remplir par les usagers, difficiles à traiter aussi en partie par les agents des maisons départementales, alors qu'ils sont vraiment essentiels pour l'accès aux droits et pour les liens avec les MDPH. Nous allons aller au-devant de 2 de ces MDPH qui ont mis à profit l'appel à projet pour essayer d'instaurer des dispositifs innovants d'accompagnement des usagers et de traitement de ces formulaires. On va commencer en allant du côté de la Nièvre. Et dans la Nièvre, nous avons une MDPH qui a expérimenté une démarche très innovante, vous allez le voir, pour instaurer des dispositifs d'accompagnement des usagers et de traitement de ces formulaires. On a avec nous, pour en parler, Marie-Pierre Duchemin, directrice de la MDPH de la Nièvre. Bonjour. Vous nous entendez? Bonjour à vous tous. Et Perrine oui, très bien. Et Perrine Lebourdet, psychosociologue qui a accompagné l'établissement dans la démarche sociale. Vous allez nous raconter justement la manière dont vous avez repensé cet accès avec des démarches d'aller vers, avec un dispositif itinérant vers les usagers, vers les partenaires aussi. La parole est à vous et on en discute après. Donc, la première diapositive va vous montrer qu'effectivement, la Nièvre est un département très rural qui comporte 229 000 habitants et il y a environ 16 000 demandes, 16 à 20 000 demandes par an
Donc la MDPH est située à Nevers, cette maison départementale des personnes handicapées, et on connaît effectivement des problématiques de mobilité parce que dans l'ensemble du département, les personnes viennent à Nevers pour nous rencontrer. Donc les demandes des MDPH sont nombreuses et les situations complexes, et ce qui peut expliquer les délais de traitement qui sont parfois longs pour l'usager. Donc on s'est engagé dans cette démarche de design pour faciliter les démarches des personnes qui ont besoin des services et de l'accompagnement de cette maison, travailler sur les représentations, qu'est-ce qu'une MDPH, et mieux communiquer sur les périmètres des missions de la maison départementale et le processus d'instruction. Qu'est-ce qui se fait à la MDPH pendant le temps environ de 4 mois, voire moins, dans les délais qui sont longs pour les usagers. Eric, je te laisse continuer. Oui, merci. On va passer à la diapositive suivante. Comme le disait Diane, après une phase d'immersion et d'idéation, on a animé des ateliers participatifs qui ont permis de tester trois prototypes entre le mois de mars 2019 et novembre 2019 et mars 2020, pardon. Donc le premier test a consisté à améliorer la lisibilité de la MDPH. Alors je clique en même temps, voilà, pour passer la diapo suivante. Donc, ce document était destiné aux usagers et devait leur permettre de mieux comprendre le parcours de leur dossier à la MDPH, mais il était aussi destiné aux partenaires qui doivent expliquer aux usagers le fonctionnement de la MDPH. Donc, une plaquette a été élaborée en version papier, en version vidéo et puis sous forme de kakémono, adaptée aux différents types de handicap. On s'est appuyé sur l'usage de la bande dessinée pour expliquer ce parcours sous forme simplifiée en utilisant un langage très accessible et moins institutionnel pour les usagers. Le deuxième test que nous avons mis à l'épreuve s'appuyait sur le constat qu'il y a une vraie complexité, une vraie singularité dans les situations, ce qui empêche un traitement une analyse du dossier par les instructeurs et les évaluateurs de la MDPH. Et donc, on a centré notre travail sur l'accompagnement humain des personnes dans le remplissage du dossier. Et pour cela, on a dissocié 3 niveaux d'accueil pour proposer des temps d'accompagnement différents en fonction de la situation de l'usager et de son besoin. Donc un premier temps d'accueil, un accueil simple, habituel, qui se fait au guichet pour recevoir les premières informations basiques. Un deuxième niveau d'accueil assuré par un agent référent pour répondre à des questions ponctuelles et bien précises de l'usager. Et puis un troisième niveau d'accueil sous forme d'un entretien d'accueil accompagné qui est assuré par un binôme soit d'agents professionnels, soit un binôme agent professionnel et représentant d'usagers, et qui vise à aider la personne à exprimer son besoin et à le formuler dans le formulaire de demande de la MDPH. Et au cours de cette expérimentation, on est allé à la rencontre des usagers qui ont exprimé à quel point ils se sentaient rassurés et écoutés de pouvoir échanger avec un agent. Et puis les agents de leur côté ont aussi beaucoup apprécié de changer de posture, de sortir d'une posture un peu administrative pour passer à une posture plus d'accompagnement et plus proche de l'usager. Le troisième test que nous avons mis à l'épreuve des faits visait à résoudre la problématique de l'accessibilité à la MDPH qui est située à Nevers, sur le territoire de la Nièvre, qui est un territoire rural et très étendu. Et cette difficulté d'accessibilité physique, on l'a travaillé en mettant en place une MDPH mobile à travers des permanences de la MDPH organisées sur des sites partenaires comme des sites d'action sociale du conseil départemental, des maisons de santé, des maisons France Service, de façon à couvrir le territoire de la Nièvre et à rencontrer les usagers en allant vers eux. Et ce dispositif a permis à des usagers isolés de mieux connaître leurs droits, de mieux comprendre aussi ce que fait la MDPH et de renforcer les liens de coopération entre la MDPH et les partenaires. Marie-Pierre ? Oui, donc grâce à cette démarche, finalement, la maison départementale a dépassé l'image technique et administrative qu'elle pouvait renvoyer pour aller vers un accompagnement plus humain et une finesse d'analyse.
Elle a permis aussi d'apporter de nouvelles méthodes de travail qui ont permis aux agents et aux responsables d'oser expérimenter, de se lancer dans des projets pensés mais pas concrétisés. Et aussi, de nouvelles perspectives de travail avec les partenaires ont émergé grâce à des liens nouveaux et renforcés. Merci à vous pour la présentation de ce beau projet. On voit bien la manière dont il y a un travail d'accompagnement qui se fait à la fois sur l'expression des besoins, sur le formulaire et l'accès et la prise en main un peu du dossier MDPH, et puis aussi sur le parcours, et que ça se fait aussi bien sur le site que, évidemment, et avec ces outils innovants, qu'auprès des partenaires avec cette MDPH mobile. J'imagine que dans les questions, on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais qu'on enchaîne directement, on prendra les questions après avec notre deuxième témoignage, parce que là aussi, on est sur une thématique qui est assez voisine. C'est évidemment avec une autre MDPH. On va cette fois du côté du Haut-Rhin, si c'est possible, du côté du Haut-Rhin, Mulhouse, Colmar, où on a là aussi une MDPH qui s'est interrogée sur l'accueil, sur l'accès aux droits. Et autant au niveau dans la Nièvre, on voit bien, il y a eu la volonté d'avoir une approche territoriale auprès de partenaires, de pouvoir mieux faire connaître la MDPH dans le territoire. Là, il y a eu l'idée de réaménager l'accueil, mais aussi d'utiliser le virtuel pour avoir notamment des tutoriels à la fois qui permettent d'adresser les différentes populations par des biais présentiels ou des biais virtuels. On va en parler avec nos deux intervenantes que je vais vous présenter. Carole Moschel, elle est chef d'unité prévention et innovation au Conseil départemental du Haut-Rhin, et Camille Charmet, qui est designeuse de service, qui a accompagné ce projet. Mesdames, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je démarre du coup pour vous présenter le projet design social qui a été mené au niveau du département du Haut-Rhin et de la MDPH du Haut-Rhin. Alors, rapidement, un petit chiffre. Donc, à fin 2018, ce sont près de 65 000 personnes qui avaient un droit ouvert en MDPH et près de 20 000 personnes accueillies sur les différents sites. Donc l'objectif de ce projet, c'était vraiment d'étudier la fonction accueil dans sa globalité, à la fois les aspects humains, organisationnels, pour améliorer et fluidifier l'accompagnement proposé aux usagers et améliorer leur parcours en explorant donc les différentes interfaces entre les usagers et les agents d'accueil, pour proposer des solutions gagnant-gagnant, améliorer la qualité des réponses apportées et aussi optimiser le travail des agents d'accueil. Donc le projet initialement devait porter sur les deux sites de la MDPH, sur Colmar et sur Mulhouse. Et compte tenu de la situation sanitaire, nous avons fait le choix de recentrer le projet sur le site mulhousien uniquement, qui est celui où les problématiques d'accueil sont les plus prononcées. Voilà, et du coup, je laisse Camille vous présenter les différents points. Pardon, non, excusez-moi, c'est moi qui continue. Au niveau de la démarche, donc comme le soulignait Madame Desprats, on a commencé évidemment par une phase d'immersion et ensuite par des phases d'idéation qui ont permis de dégager les grandes thématiques qui allaient être traitées. On en a retenu 4. Un axe sur la communication, notamment la communication sur le périmètre d'intervention de la MDPH. Un second sur la clarification du rôle des agents d'accueil. Un troisième sur la lisibilité du parcours pour l'usager. Et enfin, un item autour de l'accueil physique qui devait être facilité. Voilà, et c'est là que je cède la parole à Camille, désolée. Donc le concept et la vision qui a guidé les tests, c'était le besoin de proposer un accompagnement individualisé qui permette de se sentir plus rassurés dans leur parcours. Et au terme des ateliers créatifs dont vous avez vu la diapo juste avant, on a retenu 6 idées, donc les 6 idées qui sont présentées, qui semblaient être pertinentes mais qui méritaient d'être interrogées. C'est pour ça qu'on a effectué quelques tests. Donc à commencer par celui-ci. Donc cet outil, on l'a proposé à la suite de la mise en place du nouveau formulaire MDPH qui tend à avoir une entrée universelle. Et le but de l'outil de filtrage du formulaire, c'est d'apporter un conseil individualisé à l'usager en l'orientant seulement vers les parties qui le concernent. En version finale, l'agent d'accueil, il s'appuie sur la notice qui présente différents usages types et il précise à l'usager quelle partie il doit compléter dans l'ensemble du formulaire.
Cet outil il doit aussi également permettre d'orienter les usagers qui complètent le formulaire via le site internet. Ensuite, ce second test, donc le tutoriel d'aide au remplissage, celui-ci a pour but de clarifier les demandes, mais plus précises au sein des parties du formulaire. Juste avant, c'était l'idée de filtrer en fonction des parties du formulaire. Là, c'est vraiment d'aider dans les parties les questions ou les demandes qui n'étaient pas forcément claires pour l'usager. On a donc fait un travail de reformulation lors d'ateliers et on s'est rendu compte de l'importance dans le choix des mots, mais aussi dans le format. Donc, on a dressé des grands principes de construction, à savoir des formats différents en fonction du type de handicap. Ça pouvait aller de la vidéo à la lecture vocale, au sous-titrage. Mais pour tous, on s'est rendu compte de l'intérêt de vulgariser le contenu à partir de la traduction LSF. Ensuite, alors celui-ci, on a questionné l'espace d'accueil, donc physique. Cet outil d'aide de composition accueil MDPH, il a été imaginé comme un mini-forum en îlot d'usage qui permettent différentes postures d'accueil. Donc, point important, l'agent il se situe dans une situation proactive et il va aider l'usager dans les différents espaces. Donc, en raison de la crise du Covid, on n'a pas pu tester le nouvel aménagement de l'espace, mais par contre, en revanche, on a produit un cahier des charges qui prend en compte les éléments devant être expérimentés sur la prochaine MDPH, puisque, alors Carole, je ne sais pas si tu l'as souligné, mais Mulhouse va changer d'emplacement et l'idée c'était que ce cahier des charges puisse aussi permettre d'orienter les choix dans l'espace qui sera choisi. Du coup, j'entends la petite sonnette et ça tombe bien parce que j'en arrive à la conclusion. Donc clairement, vous l'aurez compris, l'adaptabilité, ça a été un mot d'ordre constant pour la mise en œuvre de ce projet, à la fois en raison de la situation sanitaire qui a quand même contraint l'univers des possibles puisque ça a fortement impacté les modalités d'accueil, aussi du fait que les prototypes ont été vraiment adaptés pour tenir compte du degré réel d'autonomie des usagers qui était quand même, il faut le dire, moindre qu'initialement pensé, et aussi l'impossibilité pour certains outils de disposer d'une version unique, universellement accessible à tout type de handicap. Par contre, clairement, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les agents, les usagers, ont tous exprimé une vraie satisfaction de pouvoir être associés à ce point dans un projet et ça a vraiment permis de renforcer la dynamique partenariale sur le territoire. Ce projet a aussi suscité des attentes et donc voilà, charge à nous maintenant de transformer l'essai. Et comme le disait Camille, une des premières suites, ce sera l'application de ce cahier des charges de recommandations architecturales, puisque le bail pour la nouvelle implantation du site mulhousien a été signé début janvier. Voilà, donc une concrétisation à venir. Oui, et une MDPH qui va se déployer sur l'ensemble de la région très très prochainement. Merci à vous. On a plein de questions qu'on va prendre qui sont des questions du public à votre attention et on voit sur ces exemples, notamment l'exemple du Haut-Rhin, on n'a pas pu détailler tout ce que vous avez envisagé, même expérimenté. Il y avait une cartographie des ressources que les agents d'accueil pouvaient avoir aussi, aussi pour enrichir un peu l'échange avec les usagers. Il y avait des bornes digitales aussi que vous aviez prévues pour essayer d'accompagner dans les espaces. Alors avec le Covid, évidemment, ça a été un peu compliqué, mais il y a derrière ces projets plein d'autres chantiers qui ont été pensés et parfois expérimentés. C'est important. Je voudrais prolonger l'échange avec des questions du public. Elles sont nombreuses, donc j'en profite dans le temps qu'on a. Il y a une question qui revient. Et alors, attendez que je la retrouve, parce que j'en ai beaucoup. C'était sur... Attendez. Concerne, voilà... Et c'est intéressant parce que sur le Haut-Rhin, vous dites qu'il y a des tutos qui sont mis en ligne pour aider à accéder à plus facilement et à mieux comprendre certaines parties des dossiers. La question suivante concerne le traitement efficient des dossiers. Plusieurs publics sont empêchés pour diverses raisons. Aussi, est-il envisageable d'aller vers ces publics avec des équipes mobiles, avec des interventions au cas par cas? Est-ce que c'est une problématique que vous avez
envisagée et est-ce que c'est une problématique que vous avez intégrée au projet? Du coup, je pense que les projets de la MDPH de la Nièvre et le nôtre vont être assez complémentaires. Je ne sais pas qui. C'est plutôt pour le Haut-Rhin, ça. C'est plutôt pour le Haut-Rhin, d'accord. Alors, on n'a pas. Là, les verts, en fait, l'idée, c'était vraiment avec ces outils-là aussi, que les agents d'accueil puissent apporter des aides, une aide aussi au moment de l'accueil physique, parce que beaucoup de personnes, effectivement, venaient avec le formulaire et avaient des vraies questions. Parce que le nouveau formulaire, l'expression des besoins est pas facile. Après, sur l'allée vert, du coup, c'est vraiment dans le cadre de l'accueil. Comme on dispose déjà de deux accueils en territoire, en fait, un site de la MDPH est accessible en moins de 30 minutes. Du coup, on a moins cette problématique de l'allée vert, notamment en territoire rural. Une autre question qui est posée, c'est, alors elle est assez cash, hein, et là aussi elle est intéressante pour vous dans le Haut-Rhin. À quand la fin des disparités de fonctionnement dans les MDPH? Et du coup, la question, qui n'est pas celle-là que je vais vous poser bien évidemment, c'est comment est-ce que vos outils sont reproductibles finalement et adressables à l'ensemble des autres établissements MDPH? Alors là, je ne sais pas Camille, si tu veux apporter premier élément de réponse ou si je commence. Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Puisque... La reproductibilité, en fait, de ce qu'on a imaginé. Alors... après, dans la majorité des... Alors, mis à part l'outil d'aide peut-être de la composition de l'accueil physique, même si, en fait, dans cet accueil physique, on retrouve des îlots avec les différents tests qu'on a fait en amont. Le filtrage du formulaire, pour moi, c'est pas spécifique à la MDPH de Mulhouse, puisque on est parti... de cas d'usage type, donc en fait ça peut se dupliquer ailleurs. Le tutoriel d'aide au remplissage, de la même manière, c'est de clarifier pour certains usagers ce qu'il y a dans le formulaire qui est déployé à l'échelle nationale. En fait, mis à part, oui, peut-être l'outil composition de l'accueil physique, même si pour moi ça peut aussi se faire ailleurs. Petite question rapide, j'en profite, on en a beaucoup, donc si on va essayer de faire des réponses assez rapides. Combien de temps chaque étape de mise en œuvre du projet a-t-elle pris dans le Haut-Rhin encore? Alors, on a été très impacté. Hein, le projet, initialement, devait se dérouler sur environ 9 mois. On s'est tiré en longueur. On était quasiment sur 2 ans de mise en œuvre, puisqu'on a subi fin 2019 les grèves SNCF voilà, qui nous ont empêché de mettre en place un certain nombre de choses. Et du coup, l'année 2020 et jusqu'au début 2021, très impacté par la crise sanitaire. Les premières phases, immersion, ça s'est réalisé sur l'espace, donc 4 jours sur à peu près 1 mois, au printemps 2019, et des premiers ateliers d'idéation assez rapidement, avant l'été 2019, une deuxième salve à l'automne 2019, et on avait du coup la base des prototypes à ce moment-là, et on a été ralenti du coup au moment de la mise en œuvre des prototypes et de leurs tests. Petite question pour nos amis de la Nièvre, si elles sont avec nous. Les agents d'accueil ont-ils reçu une formation et est-ce que finalement aujourd'hui ça a pu améliorer le temps de traitement des dossiers? Alors effectivement, on a beaucoup réfléchi sur l'accueil. La formation, oui, il y a des formations en cours pour les agents d'accueil, mais en tout cas, le fait que le dossier soit beaucoup plus renseigné par la présence effectivement des agents permet un traitement beaucoup plus facilité et évite de redemander des pièces complémentaires aux personnes. Donc effectivement, le fait d'accompagner au plus proche du domicile de la personne dans le remplissage de ce dossier qui n'est pas simple, a permis d'améliorer, je dirais, le travail aussi des instructeurs et des évaluateurs. Et un autre... Oui, complément? Oui, je voulais juste compléter parce que en fait, dans les ateliers d'idéation, il y avait des agents d'accueil, il y avait des agents instructeurs, et du coup, avant même le temps de formation, ils ont pu se projeter dans ce qui était faisable ou pas dans les tests et prendre une part active au moment de l'expérimentation.
Ok. Est-ce quelle place est donnée au projet de vie dans l'échange et l'accompagnement que vous avez eu avec les usagers? Au niveau effectivement des temps spécifiques d'accueil de l'usager, notamment lors des premières demandes ou des familles qui arrivent pour la première fois à la MDPH, le projet de vie est beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'il est renseigné avec la personne. Et la plupart des personnes qu'on a pu accompagner nous disent effectivement la satisfaction d'avoir pu livrer effectivement une partie de leurs besoins qu'ils n'auraient pas du tout pensé s'ils étaient seuls. Alors, je finis, merci, avec une question qui sera peut-être une conclusion. Je vous lis le commentaire, beaucoup de solutions autour de l'aide à faire via le numérique, via l'accueil physique. La meilleure aide étant toujours celle dont on peut se passer. Et n'est-il pas pertinent aussi de travailler sur la simplification des formulaires, au-delà des aides, des outils d'aide que l'on peut apporter au remplissage? Donc ça pourra servir, j'imagine, de conclusion un peu à ce regard. Un mot peut-être, Karine Lefebvre, sur ces deux expérimentations. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Alors, deux remarques. D'une part, on ne peut pas s'empêcher de se replonger 20 ans avant, c'est-à-dire que toutes ces expérimentations, enfin, ces projets qui sont présentés, moi je les lis voilà, j'ai cette lecture de cet anniversaire très important de la loi du 2 janvier 2002, mais aussi du 4 mars 2002 sur les droits des patients, et on voit bien une déclinaison très concrète qui va vers l'effectivité des droits, de se dire comment, finalement, je résumerai comme ça, comment faire le plus simple possible. Et vous voyez, on est 20 ans après. 20 ans après ce texte qui a posé ces droits. Donc, comment être le plus simple possible et les rendre accessibles, ces droits? Et deuxième remarque, c'est finalement le terme de design social. Alors, ça ne fait pas partie du vocabulaire du juriste. Hein. Et donc là, je m'adresse à la CNSA et aux porteurs de projets. Je le traduirai en disant, finalement, quand on me parle de design social, j'ai envie de répondre, mais dessine-moi un concept qui permet de rendre plus concret l'effectivité des droits. Hein, ça serait un petit peu ça la commande du juriste. Voilà ce que ça m'inspire. En tout cas, il y a deux enjeux très forts. L'enjeu d'accéder aux droits, c'est vraiment la thématique de cette table ronde, et l'enjeu aussi de ne pas renoncer aux droits. Et ces deux premiers exemples montrent bien qu'en poussant plus loin la porte de la simplicité, en vraiment accompagnant pas à pas, et c'est vraiment l'esprit de la loi, hein, de coller au plus près des besoins et des attentes, eh bien, on continue 20 ans après de poursuivre l'esprit de la loi et de la respecter. Peut-être question complémentaire, Diane, parce qu'on voit, alors il y a beaucoup, et bravo et merci beaucoup d'interagir avec nous, et j'essaie au maximum de relayer évidemment toutes vos demandes, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de questions, et beaucoup de questions sur aussi ce qu'on peut faire à partir de ces exemples-là. Je lis dossier de MDPH trop compliqué, économie de moyens, mutualisation multiple. Pourquoi n'existe-t-il pas une plateforme informatique unique nationale, une aide facilitée au transfert de dossiers? Est-ce que l'un des enjeux, c'est alors je n'arrive jamais à dire ce mot, mais la reproductibilité des projets, en tous les cas, leur capacité, la reproductibilité des projets. Sur ces deux projets-là, on voit qu'il y a la volonté aussi de faire des projets qui peuvent être utilisés par d'autres. Oui, ce que je trouve intéressant avec ces deux projets, c'est que finalement, on apporte des solutions relativement ludiques, pas dans le mauvais sens du terme, mais au contraire accessibles, qui peuvent donc être transférables. Je pense notamment à la bande dessinée, le kakémono, lorsque les MDPH se déplacent vers les usagers. Et donc vraiment, il y a tout un travail d'adaptabilité et une réflexion, je dirais, en amont sur comment mieux et en tout cas faciliter ces dispositifs et permettre une meilleure appropriation par les personnes concernées. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant. Je pense aussi à l'îlot de communication du Haut-Rhin. Voilà, c'est des mesures qui sont relativement simples, faciles à mettre en œuvre,
avec donc ce principe de transférabilité qui est particulièrement riche. Oui, c'est pas forcément on ne reproduit pas la recette, mais on peut vraiment s'en inspirer pour faire avancer un peu les choses de son côté. On va passer à nos 2 projets suivants, 2 projets qui, là encore, travaillent sur les problématiques d'accès des droits, on a vu, problématique d'accès des parcours, on va plus s'intéresser à cet enjeu-là, problématique d'accès des parcours aux établissements, aux accompagnements, qui suppose un enjeu d'ouverture au territoire et aux acteurs du territoire. Comment mieux les intégrer pour que ces parcours, ces établissements soient plus ouverts? On va voir 2 exemples vraiment particulièrement originaux et différents. On va tout de suite commencer en restant dans l'est de la France. Alors on va pas passer du Bas-Rhin au Vosges, on va aller du côté de Saint-Dié. La communauté d'agglomération de Saint-Dié a engagé dans le cadre de l'appel à projet une démarche design pour réfléchir à la reconversion de 2 friches. Ce sont 2 sites qui hébergeaient des EHPAD, ce sont 2 petites communes, un peu de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, qui avaient leur EHPAD. Les EHPAD vont être fermés là très bientôt pour rejoindre un nouvel hôpital. Et donc il y a ces deux friches à réinvestir et l'idée, c'est de les réinvestir autour de projets un peu innovants, centrés sur des thématiques comme le bien vieillir. Et pour inventer cet après, eh bien, il y a eu une démarche design de concertation, de consultation des habitants pour réfléchir avec eux sur les possibles de ces friches, les possibles de ces projets. Ça a été une démarche originale, ça a été une consultation citoyenne de grande ampleur. Pour en parler, pour nous le présenter, nous avons avec nous, si ils peuvent, si on les voit, Marie Leblond. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en charge de la redynamisation des centres-bourgs et centres-villes de la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Lucas Linares est avec nous, designer au sein de l'agence Indivisible. Vous êtes mobilisé sur ce projet pour aller à la rencontre de ses habitants et inventer ces possibles, ces futurs. Je vous laisse nous en parler et on en discute après. Alors un mot juste tout d'abord sur le contexte. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges regroupe 77 communes, donc un grand territoire mais qui est majoritairement rural. Comme beaucoup d'autres territoires, elle a subi sur plusieurs décennies une déprise économique et du coup une perte de population importante et un vieillissement de la population. On a plusieurs friches sur le territoire, des friches industrielles, des friches administratives, commerciales. Et comme vous l'avez expliqué, la création d'un nouvel hôpital est prévue. Il ouvrira prochainement en 2022. Il regroupera donc les EHPAD des communes de Senones et Raon-l'Étape, que l'on voit à l'image sur la slide, ce qui fait que 2 friches supplémentaires vont en résulter. Donc, comme la communauté d'agglomération se mobilise pour la redynamisation de ces centralités depuis 2018, elle a lancé une réflexion pour anticiper sur le devenir de ces 2 établissements hospitaliers. Donc, pour ne pas avoir de friches supplémentaires sur le territoire, et ce, en associant la population. Donc, cette réflexion sur l'usage futur des 2 sites portait évidemment sur le bien vieillir et le bien vivre en situation de handicap. On a également souhaité avoir une approche qui soit holistique et inclusive et donc faire des connexions avec les problématiques qui sont prégnantes sur le territoire et puis problématiques qui sont ressorties, hein, Lucas en parlera lors des enquêtes de terrain, que sont par exemple le chômage des jeunes, la baisse du nombre d'habitants ou encore la dégradation des conditions de vieillissement. Lucas, je te laisse la parole. Oui, merci Marie. Donc oui, cette recherche-action, le sujet était très vaste et le territoire était très vaste. Donc contrairement aux 2 projets précédents où on avait une cible précise, un lieu, etc., là on avait l'ensemble du territoire à explorer et des thèmes de société qui sont très importants et interconnectés de façon holistique. Donc pour cela, on
on a mené une démarche avec des résidences où on est venu entre 1 et 2 semaines sur le territoire pour vivre le territoire et travailler avec les habitants. Donc, il y a eu une première phase qui nous a permis de poser un diagnostic. Donc, d'où l'approche sociologique dans notre démarche pour avoir quelque chose d'assez fin sur les représentations, les attentes, les craintes, etc. Donc, cette première résidence nous a permis de poser le diagnostic, et la seconde, elle, nous a été plutôt sur une approche créative, mais toujours sous l'angle de l'enquête. C'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre des habitants, non pas pour comprendre le territoire, mais pour faire émerger des possibles pour ces 2 friches. Et ensuite, on a conclu toute cette phase de créativité avec une phase de co-construction où là, les pistes les plus pertinentes ont été retravaillées avec les habitants pour arriver à différentes pistes de service. Donc, la démarche en quelques images, vous voyez, donc on a notre fameux groupe citoyen qu'on a pu rencontrer à chaque résidence, qui était un petit groupe d'une quinzaine de personnes avec lesquelles on travaillait aussi entre les résidences. On a aussi des temps d'entretien dans des jardins partagés, dans des clubs de personnes âgées, à la sous-préfecture, etc. Et on a donc conclu cette phase avec un grand cahier d'idées pour le territoire qui s'adressait aux 2 sites et aux 2 friches, mais aussi à ce qui permet de créer des dynamiques territoriales autour de ces 2 friches. Donc, à l'issue de ces 30 idées qui ont émergé dans le cahier d'idées, on en a développé un certain nombre qu'on a essayé de modéliser sur les 2 sites pour voir un peu leur complémentarité et comment elles permettraient de recréer en tout cas cette dynamique qui était tant attendue et qui, dans le diagnostic, faisait part d'un élément particulièrement saillant sur la question du bien vieillir. La dynamique sociale, en tout cas sur ce territoire-là, elle a été perçue comme un élément principal du bien vieillir et du fait de vieillir ensemble. Et bien sûr, de facto, de limiter contre l'isolement des personnes âgées. Donc, on a les 2 sites avec les différentes innovations qui ont été positionnées. Et enfin, on a abouti à, on va dire, 6 ou 7 propositions de services et de réaménagement de ces territoires qui était beaucoup plus étoffé avec le fonctionnement, un parcours utilisateur, des pistes potentielles sur des porteurs de projets, etc. Et avec la volonté, nous, la mission s'est terminée à ce moment-là, mais avec la volonté de pouvoir les expérimenter. Parce qu'aujourd'hui, on parle de friches, mais en fait, ce ne sont pas encore des friches. C'est-à-dire que les 2 hôpitaux, les 2 EHPAD dont on parle fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, ils vont devenir friches. Et justement, la préconisation qu'on a faite à la communauté d'Aglo et aux 2 mairies, c'est d'utiliser le temps le temps entre le moment où on va pouvoir redonner une vie à ces bâtiments et le moment où ils vont fermer pour expérimenter des solutions. Et les solutions, on leur a donné un cahier d'idées d'une 30aine d'idées, plus 6 ou 7 qui sont bien étoffées. Donc, pour conclure, on va vous présenter une petite vidéo qu'on a faite avec notre groupe de réflexion citoyenne, donc avec différents habitants de la région qu'on a pu voir à chacune de nos 5 résidences. Et je vais vous demander de lancer la vidéo oui. qui nous permettra de conclure. Voilà, je vous remercie. Entre 2019 et 2020, une équipe de sociologues et designers sont venus interroger les habitants sur la vision idéale de la fin de vie et de la vieillesse. Aujourd'hui, en 2030, alors que toutes les innovations qu'ils ont imaginées avec les habitants ont évolué pour s'adapter aux besoins de ceux qui vivent en déodacie, certains se souviennent comment c'était avant. De quoi avaient besoin les personnes âgées à l'époque? De la présence, de l'échange, et de savoir partager leur expérience avec les nouvelles générations. On disait toujours, c'est un mouroir, je ne veux pas y aller. On ne savait pas exactement si c'était une maison de retraite ou un hôpital. Très vite, le besoin de resserrer les liens entre les générations s'est fait sentir, d'où l'idée d'une maison de retraite des enfants, c'est-à-dire en partie gérée par les enfants des résidents. En dehors de l'aspect financier qui peut alléger la prise en charge des personnes âgées, ça permet aussi de garder un lien avec ses proches. Venir en vacances chez papa, de nouveau. Sauf que ça n'allait pas de l'être dans la maison familiale. Situation presque idéale. Hein, c'est même déculpabilisant. Oui.
et de pouvoir dire j'y vais en dehors des heures de visite institutionnelle et pouvoir y passer du temps, eh ben, même si je ne peux le faire qu'une semaine par an. Le circuit est tellement court que vous passez la supérette en bas, cherchez les légumes, vous n'avez plus qu'à les monter, tout se fait sur place, ils peuvent même dormir ceux qui viennent de l'extérieur, et en fait ils baissent la pension en donnant leur main d'œuvre pour faire à manger. En amont d'une prise en charge encadrée dans la maison de retraite des enfants, une étape supplémentaire a été proposée entre le besoin de se rassurer et l'envie de convivialité. La colocation Ageons ensemble. En Déodacie, les habitants se souviennent sans nostalgie de comment on vieillissait autrefois. Des réponses données à l'époque, ils ont gardé l'envie de questionner sans cesse ce que c'est bien vivre pour bien vieillir. En Déodacie, peut-être plus qu'ailleurs, les personnes très âgées peuvent enfin dire « J'ai eu une belle vie, je n'ai pas peur de sa fin ». Je voudrais relayer un peu une ou deux questions en complément de ce que vous nous avez présenté. Et d'ailleurs, c'est une question qu'il y avait dans le chat, c'était de dire, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui connaît très bien le territoire, notamment c'est Sanois, je crois, et qui dit, ou Sanès, je ne sais plus, et qui disait, mais qu'est-ce qui va se faire concrètement maintenant sur ces territoires-là? Donc, je vous relais la question. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'idées sont sorties, beaucoup de belles idées. Quel est le devenir attendu de ces friches qui, du coup, vont être à réexploiter courant fin 2022 et après? Alors pour le moment, effectivement, ce sont encore des établissements qui sont ouverts, hein, ce ne sont pas des friches. Il y a un pas de temps qui est assez important, un décalage qui est assez important finalement entre le moment où on a fait l'étude et puis le moment où on pourra se projeter dans des projets. Pour le moment, les collectivités n'ont pas étudié le volet financier, le volet technique. C'est très très complexe sur des sites comme ça. Il y a des milliers de mètres carrés. Donc pour le moment, on sait qu'il y a un porteur de projet privé qui est en phase d'acquisition d'un des deux sites. Pour l'autre, c'est la commune qui s'est portée acquéreur. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas été plus loin. On voit bien le problème qu'il y a sur ce projet, c'est que acquérir les terrains, ça peut se faire à l'euro symbolique, mais après, il faut exploiter, il faut gérer. Ça coûte beaucoup d'argent pour des petites communes rurales, et pourtant, on voit qu'il y a des beaux projets qui peuvent exister. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dispositifs d'accompagnement, je ne sais pas, d'expérimentation, pour permettre à ce geyser de belles idées et de participation d'avoir un devenir? Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, enfin. Alors, je ne sais pas ce qui a été entendu avant la coupure, mais aujourd'hui, ces deux hôpitaux fonctionnent encore. Et donc, les friches, ce seront des friches hospitalières à partir du moment où ils auront fermé début du printemps, quelque chose. Voilà. Ce qu'on proposait justement à la communauté de communes, c'est d'utiliser ce temps entre le moment où ils vont fermer et le moment où ils vont être achetés et réexploités, de les utiliser pour lancer des expérimentations des différentes hypothèses qui ont émergé de la démarche de co-construction avec les habitants. Et un bref rappel sur ces hypothèses, la principale, c'est une maison de retraite participative co-gérée avec les enfants des résidents, ce qui permet de réduire les coûts, etc. et surtout de répondre à la question de l'isolement et de l'implication des proches dans la fin de vie de leurs parents, qui étaient des éléments saillants du diagnostic. Et donc, pour cela, les bâtiments sont assez adaptés, en fait, justement, à ce type de dispositif, parce que on l'avait vu. Oui, on avait vu ce projet, je l'ai rappelé, hein, de maison de retraite participative, pluridisciplinaire aussi. Il y a une autre chose sur laquelle on en reprendra les questions tout à l'heure de Karine, de Diane et puis du public, surtout sur ce projet. Il y a une autre chose que je voudrais vous demander. C'est très ambitieux de faire une consultation territoriale. Plus de 200 personnes, je le disais, qui ont été sollicitées au début, puis ce groupe des citoyens. Le risque, c'est de lever beaucoup d'idées, de lever beaucoup d'espérances et aussi de générer beaucoup de frustration si les choses n'aboutissent pas. Comment aujourd'hui vous avez l'impression que les habitants vivent et tirent bénéfice de ce projet? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement, à l'arrivée, que ce soit beaucoup de frustration qui ressortent?
Alors pour le moment, je ne sais pas si la population se projette là-dedans parce que comme les sites sont encore ouverts, ça n'interpelle pas trop. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le décalage entre le moment de l'étude et le moment où ça se réalise peut être quelque chose qui est mal vu par la population. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Oui, oui, c'est là où l'approche expérimentale nous semble être la bonne solution pour faire le tuilage avec la réappropriation de ces bâtiments une fois que les communes auront décidé leur destination. On reviendra sur les questions du public, mais déjà, ils disent que les départements peuvent aussi s'impliquer là-dedans. Notre nous dit, nous portons un projet expérimental de maison d'accueil des seniors dans un village du Lot. Les dispositifs du département ne permettent pas à ce jour d'accompagner ce dispositif test avec souplesse. On reviendra là-dessus, mais on voit bien qu'il y a aussi la réflexion sur qui accompagne et qui porte ce type de projet à terme. On va passer à un autre projet, on va rester dans l'Est, mais alors cette fois, on va passer à l'Est de la capitale. Le 20e arrondissement de Paris, on reviendra aussi vers Saint-Dié plus tard pour les questions, mais Est de Paris, où le GHU Sainte-Anne a expérimenté dans son établissement de quartier, c'est l'hôpital d'Avron, une démarche d'ouverture au quartier sans précédent, importante pour cet hôpital qui vivait un clivage assez fort avec son environnement de territoire. Pour en parler, nous avons Marie Couary qui est avec nous, elle est co-responsable du Lab A du GHU Paris, et Noren Sarré-Delabarre, il est de l'agence Pratico-Pratique qui a accompagné ce projet avec un très bon fond de décor, Noren, très inspirant. On est en pleine aurore boréale. Je vous laisse nous raconter un peu cette belle initiative, on en parle tout de suite après. Je laisse juste Marie prendre le relais sur une présentation rapide du contexte. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Je vais essayer d'être extrêmement brève parce qu'on a aussi des petites obligations juste après et on est navré. Voilà, on va essayer d'aller vite. Donc, le contexte du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est donc les hôpitaux psychiatriques de Paris. Donc, c'est le GHU Paris Psy, hein, Sainte-Anne, c'est l'un des hôpitaux à l'intérieur. Donc là, on est dans les 3 secteurs du 20e arrondissement. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas forcément la psychiatrie que c'est une spécialité qui est sectorisée. Donc là, c'est les habitants du 20e, donc répartis en 3 secteurs qui comptent du coup une unité d'hospitalisation, un foyer post-cure, 3 centres médico-psychologiques et un centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Donc, notre sujet, c'était bien de travailler sur le rapport au quartier, un quartier du 20e qui est mal connu, on le développera plus tard, des patients et des professionnels et qui est vu comme souvent pathogène, délétère et violent et du coup peu adapté à un retour très fluide en ville des patients. Donc, on a essayé à travers ce projet de proposer l'hypothèse dans laquelle le quartier était une ressource qui, au contraire, participait à la réhabilitation psychosociale des patients et un quartier qui pouvait, du coup, favoriser, si tant est qu'on avait mené des actions en amont, un bon retour, un bon accueil des patients dans la cité. Voilà, je laisse Noren prendre le relais. Je ne repasse pas sur la méthode qui est quand même sensiblement la même que pour d'autres projets, mais on a un travail d'immersion qui, pour ce projet, avait pour objectif de sillonner le quartier à la recherche des ressources, de savoir sur quoi on pouvait s'appuyer sur ces territoires du Paris 20e pour servir justement ce retour à la ville. Donc là, on voit des établissements publics comme le Théâtre de la Colline, et on a aussi fait une belle immersion au sein des structures de soins. On a forcément travaillé avec les soignants, soignants en ambulatoire, soignants en milieu hospitalier, mais aussi avec les patients pour essayer de trouver des solutions aussi bien sur la question de vivre dans le quartier que de mieux vivre malgré tout à l'hôpital. Donc on a essayé d'articuler à chaque fois ces 2 objectifs entre quartier et hôpital. Je passe sur ces diapositives-là et je vais sur le projet le plus important finalement à nos yeux. Ce projet a permis on va dire de tester, mais finalement de créer un poste inédit qui est un poste de médiatrice ville-hôpital.
qui a pour objectif d'animer cette relation entre les structures de soins du Paris 20e et les structures associatives, culturelles, les lieux de vie de ce quartier. L'objectif étant de se dire comment on peut initier, consolider et pérenniser des partenariats entre des lieux ressources dans la ville et les structures de soins. Donc, c'est le rôle de cette médiatrice qui est en poste. Et je passe rapidement parce que je pense qu'on abordera lors des questions son rôle et qu'est-ce qu'elle y fait. On a aussi en parallèle de ce poste-là testé des dispositifs qui sont des dispositifs qui peuvent sembler plus symboliques de prime abord, mais qui étaient assez importants. On avait un hôpital et un quartier qui subissaient les assauts de la drogue, des difficultés d'usage, enfin bref, un contexte pas évident. L'objectif a été juste de greffer au sein de cet hôpital une pépinière pour faire de la culture de plantes, pour faire de la culture de bouture, du bouturage, de l'élevage de plantes, avec pour objectif de se réapproprier le patio et potentiellement diffuser des plantes à l'échelle du quartier. Ça peut sembler symbolique et uniquement symbolique, mais on a une activité pépinière et une diffusion qui a plutôt bien marché, et surtout une réappropriation de l'espace central de l'hôpital qui a bien fonctionné grâce à ce petit équipement. Je passe sur d'autres projets. On a eu pas mal d'autres projets entre des propositions de réaménagement d'une partie du couloir d'entrée de l'hôpital, une cafétéria mobile, des guides à destination des acteurs culturels du quartier. Voilà. On ne passe pas sur tout puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions sur le reste des productions, il n'y a aucun problème. Juste une petite conclusion rapide, c'est juste de dire que ça, c'est plutôt en termes de méthodologie. Le 20e était bien conçu comme un territoire pilote pour tester cette nouvelle modalité de relation entre le quartier et les structures de soins. L'objectif étant de déployer, y compris sur les questions de ce rôle de la médiatrice de l'hôpital. Justement, merci à vous deux et pour prendre le relais un peu de ce qui a été présenté, il y a évidemment ce poste de médiatrice ville-hôpital qui est un poste spécifique, c'est une médiatrice culturelle de formation que vous avez embauchée en CDD dans un premier temps. Deux questions par rapport à ça. En effet, quelle est son activité, quelle a été son activité concrète auprès des acteurs du quartier? Et deuxième question, peut-être plus pour Marie, est-ce que c'est un poste qui est amené aussi à se développer dans les autres établissements du GHU, Sainte-Anne et autres, de la même manière? En termes d'activité, je repasse rapidement dessus et puis après je laisse la main à Marie puisqu'elle a plus connaissance de ce qu'elle fait aujourd'hui. En termes d'activité, le but c'est de dénicher des partenaires, donc d'aller les démarcher, faire du porte-à-porte, essayer de contractualiser un partenariat à pas mal d'endroits. Potentiellement, c'est créer des créneaux pour que des patients suivis à l'hôpital, mais aussi en ambulatoire, puissent avoir accès. C'est sensibiliser des équipes d'accueil et d'accompagnement ou d'animation dans des structures accueillantes pour qu'elles soient formées à l'accueil de personnes en situation de handicap psy. Essayer d'installer dans le temps en fait, une relation entre les structures de soins et ces structures partenaires. Je laisse la main à Marie pour ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Donc, effectivement, la médiatrice culturelle, elle a pour projet d'ouvrir son portefeuille d'arrondissement progressivement. Donc, aujourd'hui, elle a le 20e arrondissement, qui est un très gros arrondissement, très peuplé. Elle va l'ouvrir progressivement au 19e arrondissement, un petit peu plus au nord. Donc pour ce faire et surtout pour pérenniser son poste, parce que vous avez dit avec raison que c'était donc un CDD expérimental, on est en train d'évaluer l'impact de son travail. En gros, il faut qu'on réussisse à répondre à la question qu'est-ce qu'elle met en œuvre qui n'aurait pas été possible sans sa compétence croisée entre la ville et l'hôpital, et que les professionnels qui sont déjà en ambulatoire, en psychiatrie, acteurs, artisans de partenariat avec les acteurs associatifs de la ville. Néanmoins, on est dans un contexte à l'hôpital en ce moment qui est assez tendu, donc les professionnels sont très occupés et peu dispo, et il est nécessaire pour eux d'être soutenus dans ce type d'activité. Je voudrais dire que derrière un poste innovant, c'est avant tout un recrutement et une personne. Il faut dire qu'on a eu la chance de faire un beau recrutement avec Madame Claire Lécole, parce que voilà, c'est quand même toujours un peu l'inconnu. Elle est tout de suite partie sur le terrain à la rencontre des différentes structures du 20e que j'énonçais tout à l'heure, hein, en l'occurrence 6 structures de psychiatrie au total, intra-extra hospitalier dans le 20e.
Donc, elle est partie en immersion, ça veut dire comprendre le quotidien des patients dans les différentes structures, celui des professionnels et les enjeux de la réhabilitation psychosociale sur lesquels elle va travailler très concrètement. Par exemple, elle s'est rendue compte que les professionnels de l'hôpital connaissaient très mal le 20e parce qu'ils y font finalement simplement des trajets. Ils ne sont pas habitants de l'arrondissement. Donc, ils sont difficilement prescripteurs des ressources de l'arrondissement. Et bien qu'ils en soient, eux, habitants, elle s'est rendue compte que les patients eux-mêmes avaient une faible connaissance de leur quartier parce qu'ils faisaient des déplacements qui étaient souvent liés entre la maison et leur structure de soins, très ritualisés, et finalement une connaissance du coup très partielle des ressources de leur territoire même. Donc, oui, Marie, très rapidement, juste en complément peut-être, parce que les questions du public arrivent là. Est-ce qu'il y a une différence avec les GEM? Quelle différence et nuance avec les GEM de ce poste de médiatrice? Question posée. Alors, ce n'est pas du tout un groupe d'entraide mutuelle. Elle est vraiment rattachée, elle est professionnelle de l'hôpital. Donc, elle est agent de l'hôpital. Elle est ouvreuse de porte entre les partenaires de la ville, publics et privés, et l'hôpital, c'est-à-dire les partenaires de la ville qui ne connaissent pas l'hôpital. Donc, ça fait partie de l'étude menée par l'équipe de designers qui a révélé que les acteurs de la ville connaissaient très mal les structures parce qu'elles sont assez peu visibles déjà dans la ville pour pas stigmatiser les patients. Enfin, ça, c'est un point de vue. Du coup, elles sont invisibilisées. Et par ailleurs, c'est un fonctionnement qui est assez opaque. Donc, déjà, il y avait un travail de médiation en fait autour de ce que c'est que l'organisation des soins en psychiatrie, les enjeux de la réhabilitation. Donc elle est vraiment traductrice pour les acteurs de la ville du fonctionnement de l'hôpital et des enjeux de l'insertion dans la cité. Et inversement, elle est promotrice des ressources offertes par les acteurs publics et privés du territoire pour permettre la réinclusion des patients dans la cité pendant leur parcours de soins en psychiatrie. Juste, Noreen, il y a une question qui est posée sur les difficultés qui ont été rencontrées lors de ce projet. Et je sais notamment que les boutures, on voit bien, il y avait même un kiosque à boutures qui était prévu à un moment, qui est une très belle idée, que vous avez dû tout de même mettre les installations. On a vu ces petits mobiliers sur roulettes parce que sinon ça devenait très compliqué à intégrer dans l'espace réglementaire d'un espace de liberté contrainte. Quelles difficultés principales vous avez rencontrées au final? Alors, est-ce qu'on m'entend? Ah non, c'est bon, je suis un peu figé, mais bon, je crois qu'on m'entend. Non, on vous entend. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Voilà, je vais être très très franc. On intervient dans un espace qui est très contraint puisque c'est un lieu de privation de liberté. Quand on est intervenu dans cet hôpital psychiatrique, il a fallu un petit peu filouter, on va dire, pour certains aspects. Marie, tu as le droit de me taper sur les doigts. Mais typiquement, pour expérimenter certaines choses et surtout des aménagements, il a fallu trouver des petites filouteries. Typiquement, dire qu'en fait, on ne faisait pas de micro-architecture, mais en fait, on faisait du mobilier. Donc, on met tout ça sur roulette et à partir de ce moment-là, ça passe. Il a fallu aussi, et ça, c'est pas du tout filouté, et ça, c'est quelque chose qui est inhérent à notre pratique, mais embarquer très fortement les professionnels de santé dès le début, au corps à corps, pour pouvoir les convaincre, les sensibiliser et puis aussi les séduire sur le fait de s'embarquer dans cette pratique expérimentale qu'étaient les boutures, ce qui a plutôt bien accroché au final. Donc voilà, on va dire qu'on a usé un peu de soft power à certains endroits et de petites filouteries de conception à d'autres. Question de Diane. Diane avait une petite question complémentaire peut-être. Alors c'était plus pour rebondir, je trouve que c'est intéressant parce que dans l'échange qu'on a pour ce projet, vous montrez bien les difficultés que vous avez rencontrées, difficultés aussi bien réglementaires que financières, mais aussi au niveau logistique. On sait que c'est un secteur qui est quand même face à des difficultés importantes en termes de recrutement, etc. Et vous avez commencé, Marie, à l'évoquer, c'est finalement cette question du stigmate apporté aux patients. En soins psychiatriques, donc voilà, une personne potentiellement dangereuse, etc. Et je voulais savoir si ça avait été travaillé
par l'équipe soignante vis-à-vis des patients que vous suivez, notamment sur finalement l'inclusion dans la ville. C'est-à-dire que souvent, on a une image parfois péjorative et j'aurais voulu savoir en fait si, voilà, si cette question, voilà, si ça avait pu changer un peu le regard et si ça avait pu être finalement travaillé et évoqué tout au long de ce projet. Il y a eu du changement de regard, finalement, ouais, auprès de ces acteurs. Bon, c'est une difficulté d'ordre culturel qui est difficile à déloger, donc le projet ne suffirait pas malheureusement à faire complètement basculer cette représentation stigmatisée des patients et des hôpitaux psychiatriques. Peut-être d'abord ça a été la prise de conscience que l'équipe prestataire a bien décrit dans la synthèse qu'il fallait réinscrire les patients comme des acteurs et des partenaires du projet et pas des sujets passifs. L'équipe a beaucoup décrit combien il avait été difficile dans la phase d'immersion parfois d'accéder aux patients parce que les professionnels de santé étaient souvent tentés, voilà, de prendre la parole à leur place. Bon, c'est des phénomènes malheureusement qui sont encore un peu répandus. Néanmoins, il y a quand même une démarche pleine d'espoir qui est en cours avec le travail de la médiatrice culturelle parce que finalement, en réinscrivant les patients comme habitants de leur territoire, en les mettant en contact avant leur sortie d'hospitalisation et pendant toute leur prise en charge en ambulatoire avec des acteurs associatifs, culturels au sens large du terme, finalement, on les défait aussi de cette assignation à être un patient et on les réinstaure en fait dans leur identité de citoyen. Donc c'est vrai que pour les structures culturelles, c'était plutôt rassurant de se rendre compte qu'elles étaient tout à fait formées à accueillir ce public spécifique. Là encore, l'équipe le dit très bien dans la synthèse. Il y a eu des temps de formation pour présenter peut-être voilà, la santé mentale, les pathologies et des situations qui peuvent se présenter. Et finalement, les réponses, je pense de la colline notamment, c'était bon, ben, c'est rien qu'on ne sache déjà faire dans l'accueil de public en difficulté qu'on accueille déjà. Donc finalement, il n'y a pas eu, je dirais voilà, que c'est une évolution qui est en cours. Le projet porte sa pierre à l'édifice en fait de faire évoluer les représentations, mais c'est malheureusement elles sont encore assez ancrées et d'ailleurs l'immersion auprès des acteurs, notamment les commerçants, les acteurs plutôt. Oui, l'immersion se fait différemment en fonction des publics. Hein. Tous les publics ne réagissent pas, c'est bien aussi le propre de ce projet. En tous les cas, il y a vraiment des messages qui vous saluent. Bravo, projet qui fait rêver dans les territoires où les lits de psychiatrie ferment par défaut de professionnels. Le projet est véritablement salué et je voudrais avoir le retour de Karine peut-être, et sur ce projet de Saint-Dié, parce que si vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup aujourd'hui sur l'accès au droit de votre formation de juriste, vous travaillez aussi beaucoup sur les notions de démocratie en santé. Qu'est-ce que vous inspire ces deux projets-là ? En fait, la première réaction, c'est... Moi, je me dis, on n'a jamais autant entendu parler de l'importance de resserrer le lien social depuis ces 2 années de crise. Et ces 2 exemples entrent pleinement dans cette finalité. Le premier projet, sur ces 2 friches-là, avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié, initie une participation citoyenne. On voit que ça peut marcher, hein, finalement, cette déclinaison de la démocratie participative en santé. C'est même, alors je reprends l'image de la pépinière, c'est une formidable pépinière d'idées. Hein. C'est étonnant, la présentation qui en est faite ne peut pas dire que les Français n'ont pas de ressources. Quant à la gestion des frustrations, il faut être extrêmement clair sur le cadre de l'exercice et ses limites pour ne pas générer cette frustration. Voilà, je pense si on explique bien, et là il y a un enjeu de pédagogie, les conditions d'exercice, eh bien on peut... voilà, peut-être pas limiter complètement ce risque de frustration, mais au moins savoir où on va, voilà, et dans quoi on s'engage. Et le deuxième exemple, c'est finalement aussi très intéressant parce qu'on voit qu'on tisse la toile sur le territoire et l'objectif, c'est de nourrir le dialogue. Et d'ailleurs, la création d'un poste spécifique de médiation va vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est un dialogue avec le quartier, ça rejoint le changement de représentation. Et puis,
Et notamment aussi sur... alors, je ne peux pas ne pas rebondir sur une expression que j'ai entendue concernant la qualification en matière de psychiatrie comme un lieu privatif de liberté. Hein. Attention, le principe, ça reste la liberté, ce n'est que par exception. Et là, le cadre est extrêmement strict. On porte atteinte à ces libertés dans toute la réglementation sur l'entrée en hospitalisation sans consentement. C'est important de le rappeler. Je voudrais prendre un peu de recul avec vous sur ces 4 premiers témoignages et cette première thématique et les intérêts de l'approche design qu'on voit à travers, quand je déclinais de la sorte. Vous avez des 15 ans où vous avez exercé à l'EHESS autour de ces questions, à l'ESP, évidemment, cette belle école de Rennes, et aujourd'hui au sein de la Fondation, qui a plus de 150 établissements. Hein. Vous avez d'ailleurs lancé un sondage assez récemment, une enquête pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux et les questions. L'accès au droit, la démocratie en santé reviennent comme des enjeux un peu clés. On voit sur la problématique de l'accès au droit que c'est une nécessité d'adresser l'accès au droit. C'est une mission fondamentale pour les établissements, mais c'est difficile de l'adresser comme un élément de dialogue, un élément de lien aux usagers. Est-ce que ce constat, vous le faites aussi au sein de la Fondation et finalement, comment est-ce qu'on peut mieux gérer ce rapport à la norme pour que ce ne soit pas qu'un poids, qu'une contrainte, qu'une logique de conformation, c'est-à-dire de plus en plus de réglementations qu'il faut déplier, déployer, sans jamais en faire autre chose que des normes, des contraintes et jamais des endroits de dialogue. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Hein. Alors effectivement, cette fondation Partage et Vie qui regroupe 127 établissements essentiellement du champ du handicap, du champ des personnes âgées, mais aussi du handicap, elle affiche très clairement cette ambition de travailler sur la question des droits et notamment les questions de démocratie en santé. Alors c'est plus qu'un sondage qu'on a lancé, c'est une enquête, une véritable enquête auprès de l'ensemble des directions de ces établissements pour évaluer justement leur rapport à cette démocratie en santé en 10 questions clés qui permettront ensuite de décliner sur différents projets. Alors c'est un test, une expérience qui est menée au sein de cette fondation, mais quelque part c'est un sujet dont tous les acteurs aujourd'hui devraient s'emparer. De toute façon, c'est le sujet, un des sujets majeurs, hein, et cette question de la démocratie en santé. Les exemples qu'on a vus sont des illustrations, hein, c'est très intéressant. Alors le rapport à la norme, c'est effectivement une des premières leçons. Hein, j'ai quasiment fini l'analyse de cette enquête. C'est une des premières leçons qui ressort, ce rapport à la norme extrêmement différent selon les directions et les équipes de cet établissement. Le rapport au droit qui fait peur ou au contraire qui est un soutien. Comment on peut s'appuyer sur ce droit pour justement permettre la personnalisation et permettre à ces personnes les plus vulnérables d'oser ou quand elles ne sont plus capables d'exprimer, qu'on puisse à leur place en fait garantir le respect de ces droits. Donc il y a un enjeu très très fort ici de sensibilisation, de connaissance, 20 ans après, je le redis, hein, à l'anniversaire de ces 20 ans, double anniversaire d'ailleurs, hein, anniversaire des 20 ans de la loi et anniversaire des 2 ans de la crise sanitaire. Je trouve qu'on est à un moment clé très intéressant en 2022, donc ça, je pense que c'est une invitation pour chacun à aller creuser de plus près ses actions. Comment pour vous justement on peut faire de cette norme et de ces normes qui s'accumulent des endroits de dialogue et pas juste des endroits de conformation en fait, pour les établissements, pour les agents? Alors c'est une très bonne question, on va dire de façon habituelle. C'est une question qui a un écho, bien sûr, avec autant plus d'acuité, on va dire, en 2022, donc après tout ce qu'on vient de vivre, et ce n'est pas encore complètement fini. Et bien justement, il faut restaurer le dialogue, le susciter, l'entretenir par des formes très diverses. En 2002, donc il y a 20 ans, il y avait déjà plein d'outils qui avaient été créés. Et aujourd'hui, quand là encore, hein, les résultats de cette enquête, en tout cas les premières leçons que j'en tire, c'est qu'il y a une appropriation différente. Il y en a qui disent par exemple, le Conseil de la vie sociale, ben, finalement, il n'est plus du tout approprié, il faut passer à autre chose. Voilà. Donc il y en a qui sont prêts à baisser les bras parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, et parfois effectivement c'est compliqué. Et d'autres exemples qui, à l'inverse, vont essayer de le déplier autrement, de l'assouplir, de l'ouvrir, ou d'inventer ou de le compléter par plein d'autres exemples de recherche d'expression des personnes. Alors voilà,
une des leçons très intéressantes, c'est qu'il y a des établissements qui ont tendance à baisser les bras en disant c'est trop compliqué, les personnes de toute façon ne sont plus en capacité d'exprimer, donc comment faire? Est-ce que c'est finalement pas une utopie? Et d'autres qui se disent mais non, il faut être pugnace, on ne lâche rien, on crée plein de choses, parfois on se plante, hein, je reprends l'expression de la pépinière, et au contraire, parfois ça marche. Voilà. Donc, je pense qu'il faut y croire et on voit bien que ces établissements qui ne cessent de créer et d'innover, ils sont porteurs quand même beaucoup d'espoir. Et ces démarches d'accès en droit, on le voit aussi, elles se font dans les 4 cas d'ailleurs, dans des logiques, c'est le propre du design aussi, mais de vraie co-construction avec les usagers. C'est un aspect important. Faire comprendre la norme, la partager, en faire un espace de dialogue, d'échange, ça demande aussi ces démarches de concertation, de participation, de co-construction réelle. Oui, oui. Alors, votre question me fait penser, et j'y reviens très souvent, à cette définition finalement des 4 niveaux de la participation et de la démocratie en santé, telle qu'elle avait été définie il y a plusieurs années par l'ANESM. Hein, c'est-à-dire il y a la possibilité, il y a l'information des usagers, il y a la consultation, la concertation et la codécision. On voit qu'il y a une gradation en fait. Hein. Et finalement, pour instaurer cette confiance, et là on en a besoin de restaurer cette confiance, hein, avec ces scissions, ces fractures parfois qui ont eu lieu avec les familles, dans les EHPAD on en parle beaucoup, parfois au contraire les choses se sont très bien passées, et on constate justement que dans des établissements où dès le départ ils ont joué le jeu de ce dialogue, et non pas du repli sur soi, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est parfois très compliqué, mais n'empêche que dans ces établissements, le lien de confiance, les choses se sont mieux passées, hein, pour résumer assez sommairement les choses. Merci en tous les cas pour ces éclairages et ces voix aussi d'horizon et d'espoir que vous portez.